Jusqu'ici, on a vu des externalités de production. C'est-à-dire qu'en fait, on a vu des externalités qui avaient comme effet, pour un producteur, d'affecter le coût d'un autre producteur, sans que, bien sûr, il y ait de transactions financières ou de mouvements financiers directs, ce qui fait que l'équilibre de marché ne menait pas à la situation optimale. Mais ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était des externalités de production. C'était lié, en fait, à la production d'un certain nombre d'agents économiques. Maintenant, on peut voir un autre cas de figure. Alors, vous vous en doutez, je suis sûr, parce que en fait, ça tombe sous le sens. On va voir le cas des externalités de consommation. Parce que dans l'acte de consommation, il peut également y avoir un certain nombre d'externalités. Donc un exemple qui peut illustrer les externalités de consommation, ce pourrait être la consommation d'alcool sur les lieux touristiques. Certains lieux où il fait chaud pour l'été sont des lieux et des villes qui sont fortement prisés des touristes. Et le fait que les touristes investissent ces lieux pour consommer des vacances d'une certaine manière et au sein même de leurs vacances consommer de l'alcool, eh bien cela a une externalité qui peut être une externalité négative sur les habitants locaux qui voient une fois par an en été par exemple arriver tout un tas de touristes et surtout des touristes qui commencent à boire beaucoup d'alcool et à se saouler. Et donc le fait de consommer de l'alcool peut générer une externalité de consommation. Alors comment ça se passerait? Reprenons notre graphique, voilà, alors prix, coût marginal, et puis ici on va mettre les quantités, et là on va pas tant s'intéresser au problème des coûts marginaux, ça, je le mets entre parenthèses, on va s'intéresser plutôt au problème du bénéfice marginal. C'est ça le problème qui va nous intéresser, et évidemment on va pouvoir distinguer deux types de bénéfices marginaux. On va pouvoir distinguer le bénéfice marginal privé et le bénéfice marginal social. Vous vous en doutez, c'est exactement le même raisonnement que pour les externalités de production, simplement cette fois-ci ils affectent la consommation. Alors si on prend le cas du marché de l'alcool dans une ville ensoleillée en été qui voit la population de touristes augmenter en été et une population qui vient pour notamment faire la fête et boire. Eh bien, si on est sur le marché de l'alcool dans cette ville-là, à ce lieu précis, eh bien, qu'est-ce qu'on aurait sur ce graphique? On aurait bien entendu un coût marginal, ou une offre, si vous préférez, des producteurs d'alcool ou des magasins qui revendent de l'alcool à cet endroit précis touristique. Et puis, on aurait bien entendu une demande, une fonction de demande. D'accord? Alors là, on prend le marché en entier, on ne prend pas simplement un producteur. On est dans un cas un petit peu différent. Alors je repasse plusieurs fois, comme ça c'est plus clair. Donc là, on aurait une fonction de demande, et vous savez que la demande, elle indique en fait, au niveau du marché, le bénéfice marginal ajouté de tous les individus, puisque la fonction de demande individuelle ou de marché représente en fait le bénéfice marginal. Donc on aurait une fonction de demande, et la rencontre entre l'offre et la demande, alors je mets offre, la rencontre entre l'offre et la demande fixe un prix d'équilibre, et des quantités d'équilibre. Bien. Donc, en été, dans cette ville touristique dans laquelle il y a beaucoup de touristes qui arrivent, qui affluent et qui consomment de l'alcool, eh bien, là, on a la demande qui représente le bénéfice marginal de ces touristes qui consomment de l'alcool. C'est la demande de marché. Évidemment, plus le prix de l'alcool augmentera, même si les touristes sont venus pour boire de l'alcool, évidemment, plus les quantités demandées d'alcool vont diminuer. Hein. Il y a quand même une demande qui est décroissante du prix malgré tout. Et si les prix sont libres d'agir et que les touristes demandeurs rencontrent les producteurs d'alcool, eh bien le prix d'équilibre, l'équilibre va se fixer au point A. Simplement, l'économiste est capable, en observant les comportements des individus, de voir qu'en fait, il y a d'autres parties prenantes sur ce marché, et par ces interactions, qui ne sont pas comptabilisées par le marché. Et ces parties prenantes, ce sont qui? Ce sont par exemple les locaux, les riverains qui habitent là toute l'année, et ces riverains-là sont gênés par la consommation d'alcool, parce que les touristes font du bruit, et donc du fait qu'ils fassent du bruit, eh bien, il peut y avoir soit une augmentation de la violence, soit une augmentation des tapages nocturnes ou de la destruction d'un certain nombre d'infrastructures publiques. Il peut y avoir aussi une augmentation de la saleté, les individus qui jettent leurs bouteilles n'importe où. Donc il y a tout un tas de nuisances qui surviennent à cause de la consommation excessive d'alcool par les touristes. Ce bénéfice marginal, il est privé ici, je mets BMP, c'est un bénéfice marginal privé, et bien ce bénéfice marginal privé ne prend pas en compte en fait
un certain nombre d'éléments dont j'ai parlé, qui fait que la violence augmente, que la saleté augmente, dégradation des infrastructures publiques, augmentation du bruit, ce genre de choses. Et tout ça rentre en compte en fait dans ce qu'on pourrait appeler le bénéfice marginal social. Et évidemment, dans le cadre de cette externalité de consommation qui est négative, le bénéfice marginal social, c'est-à-dire le bénéfice de l'unité supplémentaire d'alcool, il est beaucoup plus faible que le bénéfice marginal privé, c'est-à-dire le bénéfice marginal de ceux qui achètent l'alcool. Parce que ceux qui achètent l'alcool ne prennent pas en compte l'intégralité des conséquences de leurs actes, qui ont des répercussions sur l'utilité, la satisfaction des autres, sans que les individus qui consomment de l'alcool ne puissent les compenser. Donc on peut tout à fait en déduire, on peut tout à fait imaginer qu'il existe un bénéfice marginal social qui est pour chaque quantité d'alcool consommé plus faible que le bénéfice marginal privé. Donc là on a la fonction de demande, donc pour chaque quantité, on prend une quantité, et bien on sait que ce sera plus bas. On prend une autre quantité ici, au lieu d'être ici, on sera plus bas. On prend une autre quantité ici, on sait qu'au lieu d'être ici, on sera plus bas. Donc on a une nouvelle fonction de demande, d'accord, qui est une fonction de demande qui prend en compte, si vous voulez, l'ensemble des effets que les consommateurs d'alcool peuvent avoir sur la société, et notamment la baisse de la disposition à payer sociale de l'alcool, parce qu'il faut prendre en compte toutes ces nuisances. Et donc là, je vous rappelle que bénéfice marginal et disposition à payer, c'est la même chose. Donc ici, en fait, on aurait une autre fonction de demande qui représenterait le bénéfice marginal social. Et ici, évidemment, le bénéfice marginal social est inférieur au bénéfice marginal privé du fait des dégradations liées à la consommation d'alcool. On utilise le même raisonnement que tout à l'heure. C'est-à-dire que si le marché est libre, eh bien, les individus vont se fixer au point A avec la quantité P étoile et Q étoile, mais on sait que s'il y a une externalité, on sait que Q étoile ne maximise pas le bien-être social. Car la maximisation du bien-être, elle implique que le prix soit égal au bénéfice marginal social et non pas le bénéfice marginal privé. Ici, la rencontre entre l'offre et la demande prenant en compte le bénéfice marginal social, c'est-à-dire la rencontre entre le coût marginal et le bénéfice marginal social, ne se fait pas au point A, elle se fait au point B pour des quantités plus faibles, Q étoile étoile, et un prix plus faible, P étoile étoile. Hein? Donc, dans ce cas-là, eh bien, la quantité qui maximise le bien-être social, c'est Q étoile étoile au prix P étoile étoile. Évidemment, mais ça c'est une solution théorique, c'est-à-dire que le marché livré à lui-même fixe la quantité Q étoile P étoile au point A et non pas du tout la quantité qui maximise le bien-être social au point B. Donc pour récapituler, on récapitule de la même manière. Hein. Lorsque le bénéfice marginal social est inférieur au bénéfice marginal privé, alors qu'est-ce qu'on observe? Il y a externalité négative, alors là c'est deux consommations, d'accord. On sait aussi que le marché fixera des quantités consommées trop élevées. Et donc, conclusion, les ressources, ici sur le marché de l'alcool, sont surutilisées. On va rapidement dire quelques mots sur le cas inverse, qui est l'externalité positive. L'externalité positive de consommation. Alors qu'est-ce que c'est l'externalité positive de consommation? Eh bien, imaginez que le fait de consommer un bien ait des répercussions positives sur la satisfaction d'autres individus. Par exemple, imaginez que vous ayez une maison et que vous décidiez de la repeindre. Elle était un peu vieille, elle commençait à être un peu sale, en tout cas l'aspect extérieur.
Les individus qui passaient devant trouvaient la rue finalement correcte, mais avec votre maison, ça faisait pas très propre. Et puis un jour, vous avez décidé de la repeindre dans une belle couleur et de tout bien nettoyer. Là, il y aura une externalité de consommation parce que vous allez consommer finalement de la peinture, d'accord? Donc vous allez consommer de la peinture. Vous avez votre fonction de demande, d'accord? D'accord, qui a guidé votre choix pour consommer de la peinture. Voilà, on a une offre qui serait celle-ci. Imaginez qu'on soit sur la rue, donc tous les copropriétaires ont décidé de repeindre votre maison ou votre immeuble, hein, si c'est un logement collectif, et puis donc d'acheter de la peinture. Ici, on a la fonction d'offre du producteur de peinture. Alors on va pas y toucher, hein, puisque là on n'est pas en train de parler d'une externalité de production mais d'une externalité de consommation. Je suis un peu dépaté. Et donc évidemment, si on s'arrête là, si on arrête l'analyse ici, un prix et des quantités d'équilibre se fixeraient, d'accord, au point A. Mais en fait, ce que le marché ici ne prend pas en compte, ici ce sont des prix et des coûts marginaux, et du bénéfice marginal d'ailleurs, hein, puisque la demande ça représente le bénéfice marginal et l'offre représente le coût marginal. Ce que le marché ne prend pas en compte là dans le système d'incitation, c'est le fait que le bénéfice marginal ici, donc c'est le bénéfice marginal privé, et que c'est face à votre bénéfice marginal propre, puisque c'est vous qui avez décidé de repeindre votre maison et de ravaler la façade pour que ce soit plus joli, en rencontrant l'offre, à fixer un prix et des quantités. Simplement, ce que vous n'avez pas vu, parce que le marché n'a pas permis de prendre ça en compte, il n'y a pas eu de transaction d'autres vers vous, c'est que d'autres individus, eux aussi, trouvent que le fait que vous ayez repeint votre maison, c'est joli, et donc ils trouvent que la rue est plus jolie. Et donc le bénéfice marginal de la quantité supplémentaire de peinture, ici on est sur le marché de la peinture, le bénéfice marginal social, il est supérieur au bénéfice marginal privé, parce que vous n'êtes pas le seul à considérer que ça vous fait plaisir de refaire votre maison. Les passants, ou ceux qui habitent dans le quartier, et qui vont vendre leur appartement plus tard, et qui donc le vendront plus cher, parce que le quartier est plus joli, les passants, les touristes, et bien tous valorisent aussi le fait que vous ayez repeint votre maison, et donc naturellement, il y a un bénéfice marginal social qui est supérieur au bénéfice marginal privé. Donc pour toutes les quantités, au lieu d'être là, on est plus haut, au lieu d'être là, on est plus haut, on prend cette quantité-là, au lieu d'être là, on est plus haut, on a une nouvelle fonction de demande, une nouvelle fonction de bénéfice marginal ici, plus haute, et qui représente le bénéfice marginal social, supérieur au bénéfice marginal privé. Et effectivement, là, on laisse le coût marginal changer. La peinture, le fait que les individus trouvent aussi que votre maison est belle, ça ne change rien aux conditions de production de la peinture. Donc il n'y a aucune raison pour que l'offre ne change. L'externalité de consommation n'a aucun impact sur l'offre et sur les coûts du fabricant de peinture. Donc il n'y a aucune raison pour que ça change. Ce qui change par contre, c'est la demande, puisque la demande représente le bénéfice marginal, et que si on s'intéresse à la société, c'est-à-dire à vous, plus les passants, plus les voisins, eh bien les individus trouvent aussi que votre maison est belle, et donc, à la limite, auraient été prêts à payer et à vous compenser pour une partie des frais, parce que eux aussi éprouvent un bénéfice à avoir votre maison repeinte. Et donc il y a un bénéfice marginal social, et si on voulait maximiser le bien-être, il aurait fallu bien sûr que le prix soit égal au bénéfice marginal social, c'est-à-dire la rencontre avec l'offre, c'est-à-dire au point B. Et en B, qu'est-ce qu'on observe? On observe que le prix d'équilibre serait un peu plus haut, c'est normal. Si on doit acheter plus de peinture en fonction donc du bénéfice marginal social, et bien donc ça augmente la consommation de peinture, donc forcément les coûts marginaux étant croissants, le prix devrait augmenter, hein, vous voyez, l'offre elle est croissante, donc ça augmente le prix d'équilibre, mais ça augmenterait aussi les quantités d'équilibre. Donc les quantités optimales, ce serait Q étoile étoile pour un prix légèrement supérieur et des quantités légèrement supérieures. Alors on récapitule, hein. Lorsque le bénéfice marginal privé est inférieur au bénéfice marginal social, il y a une externalité de consommation
positives ou externalités positives de consommation. Les quantités fixées par le marché, du fait, on va le voir, d'une mauvaise attribution des droits de propriété. Les quantités fixées par le marché sont trop faibles pour maximiser le bien-être social. Il y a sous-utilisation des ressources. Ici, il y a sous-utilisation des ressources sur le marché de la peinture.